Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maouli. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Rentrée scolaire sous fond de crise, fermeture de classes, plus de 1700 écoles fermées affectant près de 520 000 élèves et 10 000 enseignants sont enregistrés dans le pays à la date du mois d'avril 2022. Ces données sont du ministère de l'Éducation nationale. Cette rentrée scolaire 2022-2023 se prépare au moment où la coordination des enseignants signataires du 15 octobre 2016 de Bamako menace d'observer une séquence de 8 jours de grève à partir du 3 octobre prochain. Quelle alternative pour la réouverture des classes fermées cette année? Où en sommes-nous avec le retour des enseignants dans les zones d'insécurité? Studio Tamani pose le débat avec ses invités. Itous Ag Ahmed Ekinan, directeur de l'Académie d'enseignement de la région de Ségou au téléphone. Daouda Sako, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali. Adama Assouba, coordinateur du syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités SIPESCO et porte-parole de la synergie des syndicats de l'éducation, signataire du 15 octobre de Bamako. Et Boubacar Garba Koulibaly, étudiant en master et ancien membre de la coordination du bureau AIM. Je suis Imran Akilo Maïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Tout d'abord, toutes nos tentatives pour avoir un représentant sur ce plateau du ministère de l'Éducation nationale sont restées vaines. Toutefois, nous avons le représentant de l'Académie ici. Nous commençons par lui d'ailleurs. Itous Aga Ikinan, dites-nous aujourd'hui dans quelles conditions les écoles s'ouvrent dans la région de Ségou? Les préparatifs vont bon train. Les différentes rencontres prévues sont en cours au niveau des CAP, au niveau des écoles. Donc, dans quelques jours, nous serons totalement prêts pour l'ouverture. Cependant, avec la saison des pluies, beaucoup d'écoles sont presque inondées, d'autres sont détruites par les inondations. Donc, il y a énormément de problèmes. Et à cela s'ajoute la fermeture de 153 écoles dans la région de Ségou, dont certaines étaient fermées il y a bientôt 3 ans. On ne sait pas quelles sont on ne voit pas en perspective quelles sont les mesures prises pour une éventuelle réouverture de ces écoles-là. Donc, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Et il y a également la pénurie de maîtres dans la plupart des écoles, surtout dans les zones rurales, et où on est obligé souvent d'avoir recours à des volontaires. Et donc, c'est juste pour dire que c'est vrai que la rentrée est annoncée, mais elle s'annonce avec beaucoup de difficultés. Voilà. Des initiatives sont-elles prises au niveau de la région de Ségou pour la réouverture de ces classes-là? Oui, c'est ce que je venais de vous dire. Pour ce qui concerne l'administration scolaire, nous sommes en train de nous préparer pour que la rentrée se passe dans de bonnes conditions. J'ai dit, les rencontres prévues entre l'administration scolaire et les différents partenaires sont en cours, mais j'ai dit, il y a des problèmes. Les premiers problèmes, c'est d'abord l'insécurité dans la plupart dans certaines zones de Ségou, notamment dans l'arrondissement de Farako, le cercle de Nyono, Massina, et même une partie de Markala. Et à cela s'ajoute, j'ai dit, s'ajoute la pénurie d'enseignants. Et puis, beaucoup d'écoles sont détruites par les inondations, et celles qui ne sont pas détruites sont encore dans l'eau. D'accord. La saison de pluie a inondé plusieurs écoles, 153 écoles fermées il y a 3 ans de cela dans la région de Ségou. En quelques mots, je résume, voilà ce qu'il venait de dire. Sako, dites-nous, peut-on s'attendre avec cette situation à une rentrée scolaire effective?
D'abord, je salue tous les auditeurs de Studio Tamani et tous ceux qui s'intéressent à la problématique de l'école. Et ce qui est évident, à travers ce que j'ai entendu du directeur de l'académie, il est clair qu'il y a des problèmes, et énormément de problèmes. Je sais que dans les zones de Ségou et de Mopti, il y a des zones inondées. J'ai eu des informations où les écoles sont pleinement dans l'eau. Et une image même qui m'a montré où les logements des enseignants étaient inondés ou bien même ne tenaient plus. Ça, c'était un gros problème, oui. Et quand on me dit encore qu'il y a près de 153 écoles qui sont fermées il y a près de 3 ans, combien d'élèves donc ne reçoivent plus les cours? Alors cela suppose que vraiment l'école va s'ouvrir vraiment avec énormément les écoles vont ouvrir avec énormément de problèmes. Mais quand Madame le ministre décide de quelque chose, moi j'avais pensé que les services techniques de l'éducation, à travers les académies, les CAP et les directions des écoles, avaient donné les informations justes, parce qu'au départ je n'étais pas préoccupé. Parce que je me dis que les informations justes étaient parvenues au ministère pour que, officiellement, on puisse arrêter une date pour l'ouverture des écoles. Mais il est facile de constater que la pluviométrie que nous avons connue cette année sort de l'ordinaire. Donc nous sommes en septembre et encore, il continue de pleuvoir. Et là, c'est un gros problème. C'est sûr que dans les zones inondées, il n'est pas possible d'ouvrir les écoles. Et il a parlé aussi du problème des enseignants. Comment peut-on ouvrir des écoles quand on n'a pas les enseignants? Donc vraiment, en tant que parents d'élèves, nous restons toujours inquiets, et très inquiets, parce que nous ne pouvons pas supporter que certaines écoles ouvrent quand d'autres sont fermées. Il faudrait que les écoles s'ouvrent en même temps pour que tous les enfants de Mali puissent recevoir au même moment les meilleurs enseignements. Est-ce possible que toutes les écoles s'ouvrent ensemble du fait de l'insécurité? C'est ce que je me pose comme problème, ça, ce n'est pas possible. Bon. Moins qu'ils n'adoptent des cours de rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu ouvrir en même temps que les autres. Et c'est le ministère qui peut organiser ces genres de cours pour que ceux qui sont dans des zones difficiles où il y a l'insécurité ou alors les problèmes d'inondation, qui n'ont pas pu ouvrir en même temps que les autres, puissent recevoir des cours de rattrapage pour être au même niveau que les autres enfants du Mali. Et c'est ce que nous demandons au ministère. D'accord. Coulibaly, des parents d'élèves et étudiants inquiets pour cette rentrée scolaire qui s'annonce avec la fermeture de plus de 150 écoles de la région de Ségou après 3 ans, environ 3 ans. Alors, vous, en tant qu'étudiant, comment vous comprenez cette situation? Ok, merci. Je salue tous les spectateurs et spectatrices, mes militants et militantes. Et moi, je suis Boubacar Garba Coulibaly, étudiant en master de droit de la commande et finances publiques à l'USJPB. Aujourd'hui, en tant qu'étudiant et en tant qu'ex-élève, la situation me semble plus que préoccupante. Le cas de la situation de fermeture de 150 et quelques à cause de la crise est en train d'être résolu. Sur l'ensemble du territoire malien, on parle de plus de 1700 écoles fermées. 1700 écoles fermées, oui, mais l'aspect sécuritaire est en train d'être résolu. Mais ce qui est la situation des inondations quand même, qui est d'ordre climatique, c'est normal. Ordinairement, début octobre, c'est la rentrée. Et les conditions dans lesquelles cette nouvelle rentrée s'amorce dépend aussi
des années antérieures qui ont été en réalité chevauchées de grèves. Et nous remercions aussi ce gouvernement de transition pour la qualité de l'organisation des examens de fin d'année de l'année passée. Peut-être que cette année, s'ils veulent ouvrir vite, c'est pour pouvoir régulariser les années jadis qui étaient parachevées à tout prix. Mais nous allons demander au ministère à travers les DAE d'essayer avec aussi l'accompagnement du ministère de l'Éducation, ce qui est quand même les pénuries d'enseignants. C'est inadmissible. Chaque année, il y a des centaines, voire même des milliers de sortants d'IFM ou de l'INSUP qui n'ont pas de travail. D'essayer en réalité de les prendre, de les mettre dans les conditions. Ou si possible, s'il peut y avoir, nous savons, les programmes, c'est national. Si toutefois le ministère peut décaler pour certaines régions, c'est des propositions, pour certaines régions, la rentrée, pour essayer de réhabiliter davantage les écoles qui ont été endommagées soit par la pluie ou soit par les affrontements qui ont été tenus dans ces différentes localités. L'essentiel, ce n'est pas de démarrer tôt, mais que la formation, le droit à l'éducation pour tous les enfants du pays soit un acquis. Que tout un chacun puisse avoir le niveau souhaité pour sa formation pédagogique. Adama, est-ce que les enseignants sont-ils prêts pour cette rentrée scolaire? Les enseignants, comme d'habitude, sont toujours prêts pour la rentrée scolaire parce qu'après les vacances, bien sûr, même si les vacances c'est pour les élèves, et une bonne partie du temps après l'année scolaire, nous avons eu 2 mois, voire 3 mois. Donc après, c'est aussi, logiquement, les enseignants sont vraiment prêts pour la rentrée. Maintenant, c'est quand on regarde par exemple la situation de Ségou, c'est quand même préoccupant de voir que dans la région de Ségou, aussi proche de Bamako, nous avons plus de 150 écoles, établissements fermés, et surtout pour les faits de sécurité. La côté sécurité, nous, enseignants, nous avons quand même toujours été clairs. Là où il n'y a pas l'administration, n'envoyez pas les enseignants. Et pourquoi? Mais tout le monde a besoin d'être en sécurité. La sécurité, c'est d'abord, c'est assurer la sécurité pour tous les citoyens, c'est vraiment une obligation de l'État. Et si est-ce que vous mettez le sens du patriotisme? Mais on est patriote, bien sûr, mais est-ce que aller là où on n'a pas le minimum de sécurité, je crois que c'est risquer sa vie, ça ne s'appelle pas le patriotisme. Pourtant, il y a des individus qui y vivent encore. Oui. Dans ces zones-là où vous voulez éviter. Non, ce n'est pas que nous voulons éviter, c'est des zones où nous ne sommes pas parfois bien accueillis. Pourquoi même pas bien vus? Il y a des zones d'insécurité. Quand ils viennent, ceux qui viennent d'après eux au nom de l'islam, même si pour nous, ils ne sont pas au nom de l'islam, ils viennent au nom de l'islam, ils disent qu'ils ne veulent pas voir les écoles classiques. Et qui parle d'écoles classiques parle d'enseignants. Et là, il y a des enseignants même qui ont été enlevés plusieurs fois. Il y a des enseignants même qui ont eu à perdre la vie dans ces localités-là. Donc pour nous, il s'agit, en tant que syndicat, bien sûr, nous voulons l'ouverture parce que la vie d'un État dépend de son école. Quand vous avez une bonne école, certainement, vous aurez une bonne, comme on appelle, population, c'est-à-dire il y aura des ressources humaines assez valables. Mais avec la situation d'insécurité, nous avons quand même demandé à ce que là où il n'y a pas de sécurité, qu'on n'envoie pas les enseignants. Maintenant, les cas de fermeture pour faire d'inondation, je trouve que d'un côté, c'est quand même déplorable. Imaginez des écoles qui ont été construites il y a 50 ans, voire 60 ans, qui restent à l'état. Il n'y a pas de réhabilitation. Et je trouve que c'est seulement à l'école qu'on voit ça.
Et pourtant, dans d'autres services, pour nous, l'école, il y a d'abord l'aspect vraiment encadreur, il y a l'aspect instituteur, mais aussi un lieu de travail. Et chacun veut avoir un lieu de travail un peu confortable ou un peu adapté. Nous voulons vraiment assez que les écoles soient revues. On peut même par là remercier les efforts du président de la transition qui est en train de réhabiliter certaines écoles. Mais nous demandons assez que toutes les écoles qui sont dans les mauvaises conditions, il faut les mettre dans les bonnes conditions parce que pour nous, en plus d'être l'école, c'est vraiment notre lieu de travail. Et tous, Boubacar Garba estime que cette rentrée scolaire semble être prématurée. Il demande à ce que ça soit décalé pour raisons de réhabilitation des écoles inondées. Est-ce que cela est possible? Non, il y a sorte de problème, mais moi je suis très optimiste que les écoles, j'ai parlé d'écoles et des salles de classe qui ont été détruites par les inondations, mais ce n'est pas partout. Ensuite, nous avons des partenaires comme l'UNICEF, par exemple, qui offrent des tentes sur les sites où les classes ont été détruites ou où elles n'existent pas. Donc, pour moi, le problème, ce n'est pas tout à fait les salles de classe. Le problème, il y a deux problèmes essentiels. Le premier, c'est d'abord la sécurité. Dans certaines zones, il faut absolument assurer la sécurité pour rassurer les enseignants, pour rassurer les populations, parce que, comme il venait de le dire, ces gens-là qui nous envahissent, ils sont allergiques à l'enseignement classique. Je vous ai parlé tantôt de Farako, où les écoles étaient fermées depuis 3 ans. Là, ce sont les écoles classiques, ce sont ces écoles classiques qui sont formées. En revanche, les médecins fonctionnent et ils ont même elles participent même aux examens de fin d'année tels que les DEF. Donc, il y a cet aspect-là. On peut-être pas, on n'a pas les moyens de mettre des camps militaires un peu partout, mais au moins, dans certaines zones, on peut créer des postes pour dissuader. Il peut être un peu dissuasif. Hein? Donc le problème, c'est d'abord la sécurité, ensuite les enseignants. J'avoue que, comme il l'a dit, on ne peut pas envoyer des gens à la boucherie, mais il y a des endroits où les écoles sont fermées parce que les gens, enfin les enseignants, brandissent l'alibi de l'insécurité pour ne pas y aller. Et il y a bel et bien des écoles qui peuvent être rouvertes. Mais les enseignants refusent d'y aller et l'État, vous savez, depuis que l'école a été transférée aux collectivités, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans sa gestion et ça crée des problèmes. L'école est transférée aux collectivités, les collectivités ne la gèrent pas. Et le ministère de l'Éducation nationale a des difficultés à gérer des gens, des enseignants qui ne lui appartiennent pas. Donc si vous voulez tout ça, je ne dis pas qu'il faut revenir sur la décentralisation, mais il y a beaucoup de choses qui méritent d'être recadrées. Aujourd'hui, on ne sait pas qui gère quoi. Les collectivités ne peuvent pas gérer l'école, elles n'ont même pas la volonté, ni les volontés, ni les moyens. Donc le problème du régime, selon des problèmes fondamentaux, les premiers, c'est d'abord la sécurité dans les zones où les écoles sont formées. Les deuxièmes, c'est la pénurie d'enseignants. Je pense que chacun a rappelé le réseau commence à... Chaque année, il y a plusieurs enseignants qui sortent des écoles de formation. Moi, je pense que si on forme des gens, il faut les utiliser pour qu'ils répondent aux besoins de l'État, aux besoins de l'éducation. Donc, c'est ça le problème. Vous avez dit que... Ce sont les deux problèmes. Naturellement, nous avons besoin des salles de classe un peu partout. Mais je dis, il faut, lorsque nous avons des enseignants motivés, on peut faire recours même sous les arbres et on fait un problème. Vous avez dit qu'il y a certaines écoles qui peuvent être rouvertes. Est-ce à dire que... mais le problème d'enseignants existe. Mais est-ce à dire que vous êtes optimiste quant à la rentrée scolaire prochaine? Non, mais la rentrée, elle va se faire, même si je ne sais pas qu'elle va être effective partout, mais elle se fera. Elle se fera. Ce n'est pas toutes les écoles du Mali qui sont... Ce n'est pas partout qu'il y a l'insécurité. 150 écoles, c'est rien par rapport à Ségou, nous avons 15 987 écoles.
sur les 15 987, il n'y a que 153 qui sont fermés. Mais j'ai dit, même parmi les 153, il y en a qui peuvent être ouverts et les enseignants ont été motivés. Il y en a qui sont partis juste parce qu'il y a ces prétextes de sécurité. Il y a ces prétextes de sécurité que certains brandissent. Ouais. Maintenant, les enseignants qui sont des écoles fermées, on ne peut pas aussi les redéployer. On ne sait même pas là où ils sont. Ouais. Quand on essaie, parce qu'il y a dans la ville même de Ségou, nous avons besoin d'enseignants. Mais les enseignants qui sont dans les écoles fermées, ils sont dans la nature depuis 3 ans, l'État les paye et ils ne sont pas utilisés. Et lorsqu'on tente de les redéployer dans certaines écoles, où il y a quand même la sécurité, alors les syndicats viennent brandir viennent s'opposer. Donc si vous voulez, d'une manière générale, la gestion de l'école au Mali, la gestion du personnel, c'est vraiment une catastrophe. Et ça, moi je l'ai dit de vive voix, c'est une catastrophe. On ne sait pas qui fait quoi, il n'y a pas d'autorité. Chacun fait ce qu'il veut. D'accord. Daouda, la gestion de personnel enseignant est une catastrophe. Est-ce que vous partagez cet avis? Mais je partage pleinement cet avis parce que, comme je vous l'ai dit, bon, j'ai été inspecteur général à l'éducation nationale. Et le redéploiement des enseignants à travers la République a toujours posé des problèmes. Parce Mais pourquoi? Souvent, c'est lié à des problèmes d'insécurité, surtout aux problèmes d'insécurité. Et aussi, beaucoup trouvent refuge à Bamako parce qu'il y a beaucoup d'écoles privées à Bamako. Et je crois que, de toutes les façons, quand on fait le concours d'entrée à la fonction publique des collectivités, c'est pour avoir un emploi. Et quand vous avez cet emploi, vraiment, vous êtes obligé d'exercer cet emploi. Et l'État doit assurer votre sécurité. L'État doit faire en sorte que les enseignants puissent travailler dans les meilleures conditions. Ça, c'est le rôle régalien de l'État. On ne peut pas quand même les envoyer dans des situations où ils ne se sentent pas en sécurité. Ça, c'est le code du travail même. Ça, c'est une obligation. Alors, n'est-il pas temps que les autorités prennent rapidement des dispositions pour la réouverture de ces écoles fermées? Bon, à défaut de pouvoir les ouvrir, bon, peut-être s'il est possible de déplacer les élèves et les mettre dans les zones sécurisées, alors je crois que là, il est possible de faire revenir les enseignants dans ces classes. Si c'est possible. Bon, il y a beaucoup de populations qui se sont déplacées pour des faits d'insécurité, donc avec les élèves. Donc, alors ils sont combien? Je n'ai pas ces statistiques. Bon, et donc, si cette possibilité existait, déplacer les élèves dans les zones difficiles, dans les zones d'insécurité ou bien dans les zones inondées, vers les écoles ou vers les sites où on est en mesure de les accueillir et leur donner les enseignements dans les conditions normales, et faire venir les enseignants comme ça se doit. En tout cas, nous, en tant que parents d'élèves, on ne peut pas quand même cautionner que certains sont dans les classes et d'autres sont abandonnés. Ça, en tant que parent d'élèves, la fédération ne peut pas cautionner cela. Et le ministère doit donc prendre toutes les mesures qu'il faut pour que vraiment ceux qui sont dans les zones difficiles puissent recevoir leurs renseignements, comme je le dis, même si ce sont des cours de rattrapage, ou alors les déplacer vers des zones plus sécurisées. C'est une possibilité. D'accord. Bon. Garba, dites-nous, vous en tant qu'étudiant, comment vous voyez l'avenir de ces élèves-là qui aujourd'hui n'arrivent pas, ne pourront plus aller à l'école? Oui, c'est clair que leur avenir est hypothéqué ou sera hypothéqué. Et cela nous conduira toujours à ces chômages parce qu'il n'y a pas de fonds ni de formes pédagogiques adéquates. Et ils seront poussés comme ça jusqu'au du fondamental au secondaire jusqu'à l'université. Aujourd'hui, je rejoins mon professeur Sako. L'éducation fait partie des secteurs régaliens de l'État. En plus de l'éducation, la santé et la sécurité. Aujourd'hui, alhamdoulilah, la transition nationale se déroule bien. Et tous les grands sentiers de refondation du Mali ne doivent pas être axés seulement sur la réforme administrative, les lois électorales, la sécurité. C'est vrai,
c'est nécessaire. Mais je pense bien que le gouvernement, en réalité, il est temps qu'il essaie d'entreprendre des assises nationales sur l'éducation. Sur l'éducation à travers des réformes sectorielles pour essayer de réorienter l'école malienne à une vraie école dont les Maliens aspirent aujourd'hui, à une vraie école qui pourra accompagner même après les idéaux de cette transition. Nous voulons être indépendants. Vous convenez avec moi que c'est le manque d'information, le manque de compétences, le manque de connaissance des textes qui nous a conduits à ces anarchies, à ces népotismes, tout ce qui nous a conduit à ces coups de force et amener cette transition. Et c'est cette transition aussi qui pourra régulariser les choses de la plus belle manière. Aujourd'hui, nous pouvons physiquement chasser les mains visibles et invisibles de l'impérialisme, du néocolonialisme. Ils vont partir. Mais tant que notre école ou notre vision pédagogique n'est pas de nous, ne correspondent plus aux réalités actuelles, ces idéaux impérialistes continueront toujours à gangréner et donneront toujours de mauvais Maliens qui vont essayer de nous faire ralentir encore. Raison pour laquelle je dis bien qu'il doit y avoir aujourd'hui, plus que nécessairement, la réforme sectorielle de l'éducation, de l'enseignement préscolaire au niveau primaire, fondamental, secondaire, technique et professionnel jusqu'à l'université. Et surtout au niveau universitaire, de recadrer les filières de formation vers le marché d'emploi. C'est le marché d'emploi aussi qui doit être adéquat à la demande, à la commande publique nationale. De tout secteur, de tous bords, nous ne devons plus former avec l'argent des contribuables maliens, des Maliens et les jeter dans les rues, qui seront des grands chômeurs, des grands bandits, ainsi de suite. Quand les gens sont bien formés dans les secteurs adéquats dont l'État en a besoin, certes, la fonction publique ne peut pas employer tout le monde. Mais si vous voyez qu'il y a vraiment un déficit d'insertion socio-professionnelle, c'est qu'aujourd'hui aussi, c'est à la base. C'est depuis le niveau primaire jusqu'au niveau secondaire, à l'université même, n'en parlons pas. Et aujourd'hui même, pour que ces soi-disant diplômés jetés dans la rue, ceux qui sont là encore, étudiants des filières non adéquates dont le pays a besoin, ils peuvent avoir des formations professionnels, des recadrages pour pouvoir mieux les réinjecter dans la vie professionnelle. C'est sans cette optique qu'en réalité, nous pouvons éviter tout cela. Et qu'en réalité, le président essaye vraiment de mettre l'accent surtout sur la prospection au niveau de l'enseignement supérieur pour qu'il puisse avoir vraiment un très bon suivi et évaluation de ce qui se passe sur le terrain. D'accord. Adama, vous avez dit que si l'État lui-même n'est pas présent dans ces zones d'insécurité, il est impossible que les enseignants regagnent leur poste. Alors, quelle garantie souhaiterez-vous obtenir de l'État afin de retourner dans ces zones d'insécurité? La garantie que nous avons demandée, c'est tout simplement l'existence de l'administration de façon générale. Quand l'administration est là, il ne s'agit pas seulement d'envoyer les enseignants dans les zones où il y a l'insécurité, où il n'y a pas d'administration. Je prends l'exemple sur certaines zones. Il y a des localités où toutes les administrations de la localité sont à Bamako. Parfois, on envoie les enseignants, le DECAP ou bien le directeur d'académie n'est pas, lui, dans la localité. Mais pourtant, ils sont aussi enseignants. Tout le monde doit être sur le terrain. S'il y a vraiment un risque et qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas rester là-bas, mais pourquoi exiger aux enseignants de rester? Mais je crois que le syndicat ne peut pas s'opposer au redéploiement, logiquement. On ne peut pas demander à ne pas envoyer nos collègues dans les zones d'insécurité
en même temps refuser les collègues qui sont dans ces localités d'être redéployés. Et le plus souvent, comme dans le jargon aussi administratif, le mot redéploiement ne sied pas avec, en tout cas, les fonctionnaires. Dans la circonstance maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Le plus souvent, on a laissé les soins à certains de regagner certains postes, en tout cas de se faire enregistrer à un moment donné. Par exemple, je prends l'exemple sur la crise de 2012. Les collègues, normalement, après ceci, ils doivent se faire enregistrer et qu'on les mette à la disposition des académies ou des établissements là où il y a le besoin. Mais refuser d'enseigner pour faire d'insécurité et croiser les bras, prendre bonnement son salaire, là non plus, c'est pas ce que les syndicats vont soutenir. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a certains fonctionnaires de l'État qui ne sont pas sur place. Vous avez pris des exemples. Est-ce à dire que les enseignants se substituent à l'État? Non pas que les enseignants se substituent à l'État. Nous, c'est les parties de l'administration qui doivent être sur le terrain. C'est ce qu'on veut dire. Il s'agit pas, on ne va pas dire un ministère, par exemple, dans un cercle, non. Il s'agit de, quand vous prenez un cercle, quels sont les administrateurs qui doivent être au niveau du cercle. Si ceux-ci ne sont pas, pour faire d'insécurité, et vous dites aux enseignants d'y aller, et le plus souvent, il n'y a même pas de force de l'ordre là-bas aussi. Et finalement, qui va être là pour sécuriser les enseignants eux aussi? Parce que comme tout Malien, les enseignants aussi ont droit à la sécurité. Et quand cette sécurité est établie, il n'y aura vraiment aucune condition qu'un enseignant peut demander pour servir et pour enseigner. Et tous, est-ce qu'il existe des garanties pour que les enseignants retournent dans ces zones-là? Non, mais comme il vient de le dire, la garantie dont les gens ont besoin, c'est leur sécurité. Il faut assurer leur sécurité. Voilà, c'est ce qui n'est pas fait. La plupart des zones où les écoles sont formées sont désertées par l'administration générale. Vous voyez? Donc, moi je pense que sur ce plan, on est tout à fait d'accord. Hein? Pour que les écoles fonctionnent, pour qu'elles soient ouvertes, il faut absolument assurer la sécurité de la zone. Oui. Bon, souvent, il y a des militaires qui font des patrouilles, mais non, on a besoin de camps permanents, des postes permanents pour assurer la sécurité. Oui. Et puis, le plus souvent, dans ces zones-là, les populations elles-mêmes sont parfois complices. Elles n'aident pas les forces de sécurité, elles ne donnent pas des informations, et la plupart des gens qui créent les désordres, en réalité, ils sont issus des populations locales. Et on change de village, on va dans un autre village, on se cagoule, et puis on braque des gens. Et donc, pour moi, il n'y a pas de débat autour de ça. Il faut absolument créer les conditions pour permettre la réouverture des écoles. La condition nécessaire, c'est la sécurité pour tous, en particulier pour les enseignants. Sinon, au moment où je parle, moi je ne sais pas qu'est-ce qui est envisagé, parce que nous, on n'est pas chargés, nous ne sommes pas chargés d'assurer la sécurité. Les rôles sont bien définis. Les rôles régaliens de l'État, c'est assurer la sécurité sur son territoire pour tous. Voilà. À votre niveau, qu'est-ce que vous faites concrètement pour encourager en tout cas les enseignants, malgré la sécurité, de retourner dans ces zones? Non, mais les enseignants, là où les écoles peuvent être rouvertes, on demande aux enseignants d'y retourner. Mais là où il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas leur demander d'y aller. D'accord. Sako, dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut réellement pour que ces écoles-là soient ouvertes? Bien, on ne peut pas prétendre quand même que toutes ces écoles soient ouvertes en même temps. Là, c'est impossible. Mais ce que j'avais fait comme proposition, autant que faire se peut, les écoles dans des conditions difficiles, pour le fait d'inondation
ou alors pour le fait d'insécurité, s'il est possible, parce qu'on a eu souvent à le faire, les déplacer pour les amener dans les zones sécurisées. Et quand le directeur d'académie parle du problème d'enseignants dans les zones sécurisées et que les enseignants ne veulent pas venir, alors là, en tant que parent, on ne peut pas. C'est la proposition faite par la fédération des parents d'élèves au ministère ou c'est l'idée que vous donnez aujourd'hui? Ça, c'est l'idée que moi je donne. Bon. Qu'est-ce que la fédération a fait concrètement pour la réouverture de ces écoles? Bon, la fédération ne peut pas faire autre chose que d'encourager le ministère à mettre les enseignants dans les conditions de sécurité et puis faire en sorte que tous les enfants du pays puissent commencer l'école en même temps. Ça, c'est notre vœu. Et c'est ce que nous avons toujours demandé. C'est difficile. Bon, mais au départ, on était très tranquille parce qu'on avait dit, quand on a arrêté la date officielle, on a pensé que vraiment toutes les mesures avaient été prises à travers les rapports des académies et des CAP et des directions des écoles pour que cette date puisse être arrêtée. Mais la réalité est tout autre, à travers ce que j'ai entendu du directeur d'académie de Ségou. D'accord. Dans cette même perspective, les enseignants signataires du 15 octobre 2016 de Bamako, notamment la coordination, projettent d'aller en grève. Qu'est-ce qui ne va pas concrètement pour aller en grève? Pour aller en grève, on peut dire que nous réclamons un droit qui est différent d'une revendication. Un droit, c'est-à-dire que chaque fonctionnaire, pas seulement les enseignants, les fonctionnaires, chaque 2 ans, bénéficient d'un avancement d'échelon. Et cet avancement d'échelon, malheureusement pour les enseignants, a toujours pris du retard, excepté en janvier 2022. Et en ce moment, quand l'arrêté d'avancement apparaît, parfois une année entière après, parfois même 2 ans, en ce moment, le droit, la légère augmentation que doit bénéficier l'enseignant, cette augmentation cumulée pour les années antérieures, c'est ce qu'on appelle le rappel d'avancement. Et ces rappels, depuis à Bamako, peinent à être payés. Bien sûr, pour que ces rappels soient payés au niveau de la synergie nationale, nous avons rencontré le ministre des Finances, le ministre de l'Économie et des Finances, qui a même instruit à ce que ces rappels soient évacués. C'est fait le 25 mars 2022. Et là, en ce moment, effectivement, un coup d'élan, il y a eu vraiment une évolution au niveau du traitement. Malheureusement, après son instruction, quand les mandats de délégation apparaissent pour le paiement de ces rappels, pour les régions, par exemple, un mandat apparaît aujourd'hui au maximum 1 mois après l'argent arrive à destination. C'est-à-dire que l'enseignant perçoit son rappel. Mais pour le cas de Bamako, il y a des mandats qui sortent plus de 6 mois avant que l'enseignant n'arrive qu'il n'arrive à avoir son argent. Et c'est en ce moment que la coordination de Bamako, la synergie des syndicats de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 au niveau de Bamako a commencé les démarches auprès des autorités du district. Donc si je comprends bien, c'est uniquement le paiement de rappels pour lesquels vous partez en grève? Oui, uniquement le paiement de rappels. S'il n'y a pas une autre manière de faire pour avoir ce rappel-là? C'est ce que je disais, on a commencé la démarche depuis le 28 mars 2022 pour avoir ces rappels, après bien sûr les instructions du ministre de l'Économie et des Finances, et à ce que ces rappels soient... Mais malheureusement, on est buté sur une question qui est le fait de dire qu'il y a des difficultés techniques qui font que ces rappels ne peuvent pas être payés en 2022. Et encore, en plus de cela, il y a une partie des rappels où il y a les éléments qui font la demande pendant des années. Ils mettent les demandes dans le circuit, on rejette, après on recommence. Et aujourd'hui, on parle de prescription pour certains dossiers. Prescription, ça veut dire que les rappels-là ne seront plus payés. D'accord. Boubacar Garba, est-ce que vous estimez que ces revendications sont légitimes? Oui, c'est bien sûr. Ça vaut le coup d'aller en grève? Ces revendications, pour l'air à rappel, c'est légitime. Mais les enseignants, il n'y a pas d'école sans les enseignants. Il n'y a pas d'école sans les élèves. Il n'y a pas d'école surtout sans les infrastructures adéquates.
Ce dont moi, en tant qu'étudiant ou leader étudiantin, je vais demander à la synergie. Il y a beaucoup de choses bien avant aujourd'hui qui a été passé. Et le pays était en genoux. Nous essayons de se relever avec le président de la transition panafricaine, si je peux le dire comme ça, le président de la transition panafricaine, car il est en train de nous faire sortir dans tout un système pour vraiment nous donner une vraie liberté. Et dans ce processus, tout ne peut pas être fait en même temps. Et quand j'ai dit que le pays était à genoux, c'était en genoux partout, sécuritairement, financièrement, sociopolitique, partout. Et je leur dirais, les démarches pacifiques qu'ils ont menées auprès du ministère de l'économie et des finances et d'autres partenaires de l'école pour avoir leurs droits. En un mot, vous êtes en train de plaider pour que les enseignants essayer de mettre de l'eau dans leurs veines et si possible, d'autres partenaires. Parce que si c'est quelque chose de légitime, c'est légitime. Et un droit ne se réclame pas, mais ça s'arrache. Mais pour l'école, il n'y a pas de sacrifice de trop. Ça ne vaut pas le coup, en réalité, de ralentir ce processus qui va entamer, mais plutôt de se donner les mains pour essayer de proposer d'autres meilleures alternatives pour qu'ils puissent avoir une bonne rentrée un peu partout et avec aussi de meilleures conditions pour que les objectifs souhaités soient comblés. D'accord. Et tous, dites-nous, est-ce qu'à Ségou, il y a une menace, est-ce qu'il y a une menace de grève pour cette rentrée scolaire? Pour l'instant, nous n'avons pas connaissance des préavis de grève. Je vais revenir sur un point. Le déplacement, ce que l'inspecteur propose, déplacer les élèves pour assurer... Bon, ça c'est difficile. L'État malien n'a pas les moyens de faire déplacer tous les enfants parce que c'est des milliers et des milliers. Nous avons plus de 13 000 quelques enfants privés de leur droit à l'éducation il y a très longtemps. À moins que les parents eux-mêmes ne se déplacent vers les centres urbains. Mieux sécurisé. Sinon, l'État n'a pas les moyens de déplacer tous ces enfants-là et de les prendre en charge pendant toute l'année scolaire. Parce que même pendant les examens, c'est pour 3 jours, on a recours à des partenaires. Donc vous dites qu'il y a 13 000 enfants qui sont affectés dans la région de Ségou. Pardon? Vous dites qu'il y a 13 000 enfants qui sont affectés, 13 000 élèves qui sont affectés par cette insécurité dans la région de Ségou. Ça c'est plus. Plus de 13 000, j'ai dit. Voilà, donc, pour revenir à votre question, je dis, je n'ai pas connaissance des préavis des grèves. Hein? D'accord. Les personnels enseignants. D'accord. Sako, aujourd'hui, en tant que président, en tant que secrétaire général adjoint de la fédération, quelle solution faut-il pour empêcher les enseignants d'aller en grève? Bon. Selon moi, il y a deux. Les mettre dans leurs droits, autant que faire se peut. Alors, les amener à de meilleurs sentiments et agir sur leur fibre patriotique pour que les enfants puissent aller à l'école. Parce que, vous savez, quand on parle de grève, les parents d'élèves deviennent tout de suite dans une situation délicate parce qu'ils voient tout de suite des menaces sur l'avenir des enfants. Et ce sont des enfants qui sont dans des situations très sensibles. Mon voisin l'a dit, la santé et l'école sont des services extrêmement sensibles. Merci. Qui ont besoin vraiment d'être
prise de grand sérieux, avec une meilleure organisation pour que vraiment mettre les enseignants dans leurs droits. C'est sur vos mots que se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur les alternatives pour la réouverture des écoles. Et nous étions avec Itous Aga Ahmed Ikinan, directeur de l'Académie d'enseignement de la région de Ségou, Daouda Sako, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des associations de parents d'élèves du Mali, Adama Assouba, coordinateur du syndicat de professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités CIPESCO et porte-parole de la synergie des syndicats de l'éducation, signateur du 15 octobre 2016 de Bamako, Aboubakar Agarba Koulibaly, étudiant en master et ancien membre de la coordination du bureau AM, à la présentation Imrana Akilo Maïga avec une coordination de Maria Maïga, à la régie vidéo nous dirait et à la mise en onde de Seydou. Merci en tout cas à toutes et à tous et à demain. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.